Oui, merci, bonjour à tout le monde. Et pour rappeler une petite chose, vous tous ici, société civile, membres d'ONG, etc., vous avez tous co-créé Enercop. Enercop est né de l'agrégat d'idées de plusieurs associations, dont les Amis de la Terre, dont Greenpeace, dont Biocop, dont la NEF, je crois Attac était dans le pool aussi. Voilà, et ça a créé une entreprise citoyenne qui prend de l'ampleur et qui est nationale maintenant. Et idem pour énergie partagée. Alors énergie partagée, nous on vient sur la partie, justement, Enercop, ils achètent chez des fournisseurs et ils revendent. Nous, on se débrouille que tout le monde puisse devenir fournisseur. C'est-à-dire que l'énergie, c'est pas quelque chose, justement, on appuie sur un bouton, on paye une facture. L'énergie, on peut tous être coproducteurs chez soi, dans son territoire, et décider de monter une petite société locale. Donc là, on est bien sur un ancrage local à la fois des aspects financiers, des aspects de production. Et donc nous, on accompagne, on a deux métiers. On accompagne des personnes qui veulent se mettre en mouvement et dire « Ok, je vais me réapproprier les histoires d'énergie et je veux devenir producteur localement à l'échelle de mon quartier, à l'échelle de mon village, de mes villages, à l'échelle d'un territoire. Et je veux par exemple équiper des toitures en solaire, je veux monter des éoliennes, je veux installer une centrale de méthanisation, je veux réhabiliter un vieux moulin, enfin toutes les énergies renouvelables dites matures. Et à côté de ça, on fait comme dans un autre pan de la transition écologique sur l'alimentation, un mouvement que vous connaissez peut-être qui s'appelle Terre de Liens. On finance, pareil que Terre de Liens, on finance ces petites sociétés locales. C'est-à-dire on rentre au capital, donc nous on collecte de l'épargne. Tout le monde ici, qui a des parts chez Énergie Partagée? Toi, tu m'avais dit il y a 2 ans que tu le ferais peut-être, je ne sais pas où tu en es. J'ai des parts dans une centrale photovoltaïque villageoise à côté de chez moi. D'accord, ben, c'est encore mieux. Tu es investisseur direct. Et donc, Énergie Partagée, on propose aux personnes qui le veulent de mobiliser une petite partie de leur épargne, de la mettre chez nous sous forme d'action. Et cet argent-là est réinvesti localement dans des projets qui sont portés par des citoyens et des collectivités. Et là-dessus, il y a une idée qui est de se dire il faut sortir d'une centralisation qu'on vit depuis 1945 en France, avec quelques grands acteurs qui étaient monopolistiques jusqu'à l'ouverture des marchés. Il faut se dire que localement, on peut recréer de l'emploi, parce que qui dit créer des petites sociétés derrière, quand on installe des panneaux solaires ou quand on installe, comme les copains en Bretagne, qui ont installé le premier parc éolien citoyen de France, 4 grosses éoliennes, et ben, ça génère derrière des besoins de maintenance, des besoins d'ingénierie, des besoins sur voilà, il faut tenir les comptes. Donc tout ça, c'est de la petite prestation, c'est des emplois. Et si on fait un parallèle, ce qui se passe dans d'autres pays, notamment nordiques ou en Allemagne, nous, on a 20 ans, 30 ans de retard. En Allemagne, plus de la moitié de toutes les énergies renouvelables installées, et eux, ils sont à 40% dans ce qu'on appelle le mix électrique, c'est-à-dire tous les moyens de production mis bout à bout. Les Allemands, ils ont 40% d'énergie renouvelable. Et ces 40%-là, plus de la moitié appartiennent aux citoyens, dans des centaines de coopératives locales. C'est-à-dire que c'est des citoyens qui coproduisent à peu près 20% de l'électricité allemande. On n'est plus dans l'épaisseur du trait, on n'est plus dans l'anecdotique, on est dans des acteurs multiples, mais qui pèsent 20% de la production électrique allemande. Ça a une influence assez notable sur ce qu'on appelle une politique énergétique au niveau d'un pays. C'est en partie pour ça que Merkel n'a pas remis en cause ce qui a failli être remis en cause, qui était la sortie du nucléaire en Allemagne. C'est aussi ça qui accélère la sortie du charbon de l'Allemagne, parce que tout le monde dit oui, c'est bien joli les énergies renouvelables en Allemagne, mais du coup ils ont plein de charbon, ils ont réouvert des tas de centrales à charbon, ce qui est totalement faux. Il y a eu un petit pic à un moment donné dû à l'arrivée des gaz de schiste sur le marché, parce qu'eux, ils n'arrivaient plus à vendre leur charbon à l'export, donc ils ont redémarré des vieilles centrales à charbon, c'était le moins cher, mais maintenant ils sont sur une baisse, et l'Allemagne fait beaucoup plus d'efforts que nous en masse globale, et peut-être Michael a les chiffres là-dessus, pour réduire la carbonation de son industrie énergétique, c'est-à-dire qu'ils baissent beaucoup plus leur CO2 que nous en France. Bien que nous, on est
soi-disant 75% au moins pour l'appareil électrique non carboné avec ce fameux nucléaire. Il y a autre chose, c'est que les énergies renouvelables, quand on dézoome et qu'on sort du petit espace de jeu français, qu'on regarde l'Europe ou qu'on regarde le monde, aujourd'hui, pour 100 € investis dans le monde, dans ce qu'on appelle les nouvelles productions d'énergie, 60 sont investis dans les renouvelables. On l'oublie ça, on est très très centré en France sur notre modèle énergétique très centralisé, etc., avec le poids des lobbies, le poids des grosses entreprises. Et l'EPR. Et l'EPR, ce nouveau réacteur nucléaire qu'on va absolument démontrer l'efficacité, mais qui a déjà 10 ans de retard, qui a multiplié par 3 sa facture, etc., etc. Mais sans tenir compte des problématiques de sécurité, de recyclage des déchets, etc. Aujourd'hui, dans le monde, les fossiles et le fissile, sur la partie énergie, c'est en train de se casser la gueule. Total, EDF, Engie, toutes les grandes majors, ils investissent de plus en plus dans les renouvelables parce qu'ils savent qu'ils vont avoir besoin de changer leur business model. Les renouvelables deviennent moins chers que les fossiles, bientôt moins chers que les fissiles. Il y a une résilience, c'est aussi d'un point de vue quand on travaille sur un schéma d'énergie, au lieu d'avoir quelques grosses centrales qui sont installées et qui sont des espèces de gros verrous en termes de production, on a des installations qui sont réparties beaucoup plus équitablement sur tous les territoires. Et du coup, si vous avez une centrale qui se met en carafe, cette centrale-là, il va falloir la pallier et elle fournit plusieurs dizaines de millions de personnes, alors que c'est impossible, juste impossible que toutes les éoliennes de France s'arrêtent, ou toutes les éoliennes du monde s'arrêtent, ou que tous les parcs solaires, ou que toutes les centrales hydro s'arrêtent du jour au lendemain. On l'a vu avec les ouragans récents. Dans les endroits où il y avait des installations renouvelables, il y avait des bouts de réseau électrique qui étaient toujours alimentés. Mais partout où il n'y en avait pas, et que ça dépendait de grosses installations, c'était down, il n'y avait plus d'énergie. Voilà. Pour l'anecdote, en 99, quand Katrina est passée, la seule maison qui avait l'électricité, c'est celle qui avait des panneaux solaires en Vendée. Tout le monde était... Les autres ont attendu 4 jours avant que l'électricité revienne. Ce qui est un petit peu gênant d'un point de vue santé, quand vous avez des gens qui sont dépendants de tout un tas d'appareillages, etc., dans des réseaux qui sont très fragiles de ce point de vue-là. Il y a aussi l'histoire en créant des multiples petites sociétés locales, c'est les citoyens, c'est vous qui pouvez investir au cœur de ces projets-là, c'est-à-dire mobiliser votre épargne, nantir ces sociétés-là, avec un but de non-lucrativité. Nous, on s'appuie sur quatre piliers: ancrage local, gouvernance, c'est-à-dire que c'est les citoyens et les collectivités qui ont la majorité des voix dans ces sociétés, qui sont très souvent de format coopératif. Et si petit bénéfice il y a, c'est bien l'ensemble de ces acteurs qui sont liés au territoire et à ces installations-là, qui vont décider du devenir de ces bénéfices. Est-ce qu'on se les redistribue entre nous? Est-ce qu'on les réinvestit dans d'autres projets? Et ça a des effets majeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est des gros fonds d'investissement. Quelles que soient les technologies, quels que soient les vecteurs, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit le charbon, c'est des gros fonds d'investissement qui sont derrière dès qu'on construit et qu'on génère des grosses installations. Et ces gros fonds, c'est majoritairement nord-américains et Moyen-Orient. Ça veut dire que si bénéfice il y a, ces trucs-là vont être partagés non seulement entre des actionnaires, mais ils ne vont même pas payer d'impôts dans les pays où ces installations sont là. Ou à minima, juste les taxes sociales, enfin les impôts locaux, mais le reste, tout ça, ça sort des frontières. Alors que cette multitude de petites sociétés locales, ils vont bien contribuer là où ils sont, payer leurs différents impôts localement, et les bénéfices vont rester là, puisqu'ils seront partagés ou réinvestis localement. Je vous donne 2-3 chiffres. Les Allemands, avec leurs centaines de petites coopératives, ça fait 20 ans, ils ont investi, ils ont fait cet effort-là, ils ont sorti 12 milliards d'euros de leur compte épargne personnel pour investir dans ces milliers de petites coopératives. Ces 12 milliards, à chaque fois qu'on investit, on est dans un ratio 20-30% où on investit en dur, comme quand vous achetez une bagnole, la banque ne vous prête pas, et le 100% de l'achat de votre voiture, et le reste, on l'emprunte auprès des banques. Et aujourd'hui, les citoyens allemands qui ont remboursé leurs banques quand ils ont fait leurs investissements, ils sont à la tête de 150 milliards d'euros d'actifs, ce qu'on appelle actifs en termes économiques, de moyens de production. C'est eux qui les gèrent, c'est eux qui font la maintenance, ils confient la maintenance en local
à des entreprises locales. Et donc ça, il y a des bouts d'études qui commencent à sortir entre un projet industriel classique dans l'éolien et un projet, le même montant de projet géré, monté par des citoyens, où ils auront fait bosser les banques locales, où ils auront fait bosser des sous-traitants et de l'expertise locale, où ils vont s'adresser à un bureau qui va leur faire les comptes localement, etc. etc. Et ben on est sur un facteur 9 en termes de retombées financières. C'est ultra significatif, c'est fois 9 en termes de retombées financières. Et emploi? Et en emploi, alors en emploi, les chiffres que j'ai, mais tu as certainement des chiffres plus fins, dans les secteurs traditionnels de l'énergie, on est à 0,3, 0,32 pour être précis, emplois par mégawattheure produit. Dans les énergies renouvelables, on est entre 0,38, 0,40, on est un petit peu plus. Mais il n'y a pas forcément une énorme marge. Par contre, c'est tout les retombées financières qui, en restant et en étant ancrées localement, eh ben, moi, si je reçois mes 100 ou 200 euros de dividendes parce que je suis dans la coopérative et qu'on a décidé cette année de partager un peu les bénéfices, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais les réinvestir dans d'autres projets, soit je vais aller une fois de plus au cinéma, une fois de plus chez mon coiffeur, une fois de plus chez mon boucher, une fois de plus chez mon maraîcher. Je vais prendre un panier plus grand à mon AMAP. Et ça conforte l'emploi local. Tout bénéfice pour... Ben voilà, non mais tout bénéfice pour tout le monde, c'est ça. Tout bénéfice pour tout le monde. Donc, oui. Et je voulais, voilà, juste terminer. Nous, Énergie Partagée, aujourd'hui, on accompagne 200 projets en France, donc c'est tout petit par rapport à ce qui se passe ailleurs, mais il tient qu'à nous, à vous, d'accélérer le mouvement. Nous, on est en besoin de capitalisation permanente, c'est-à-dire de nouveaux actionnaires, parce qu'on a plein de projets qui sont à la porte et qui toquent et qui attendent qu'on puisse investir à leur côté, les consolider et favoriser, changer, on va dire, le rapport de force avec les banques qui auront besoin dont on aura besoin quand même pour financer ces projets-là. Juste, voilà, un projet d'éolienne comme les copains en Bretagne, la 4 éoliennes, c'est 12 millions d'euros d'investissement. Localement, ils ont réussi à trouver 2 millions d'euros. Nous, on a rajouté 500 000. Mais on n'aurait pas été là, aller voir les banques, ça aurait été plus compliqué. Donc vous avez des organisations comparables et des activités complémentaires, c'est ça? Tout à fait. Merci. Il y a beaucoup de questions qui me sont adressées. Alors, je vais commencer par celle qui traite des questionnements qu'il peut y avoir derrière les énergies renouvelables sur tout ce que ça veut dire en termes d'extractivisme, exploitation des ressources, impact faune-flore, destructrice de l'environnement. Alors, je vous invite à consulter notamment une publication qui a été faite par le RAC et le Clair, qui s'appelle « En finir avec les idées reçues sur les énergies renouvelables ». Le Clair, c'est pas les magasins. Le Clair, C-L-E-R, qui est le réseau de la transition énergétique, avant qui s'appelait le Comité de liaison des énergies renouvelables, qui a gardé ces 4 lettres-là, mais qui s'est rebaptisé Réseau pour la transition énergétique. Donc, une publication qui s'appelle « En finir avec les idées reçues sur les énergies renouvelables », notamment sur ces problèmes d'extraction et de recyclabilité ou pas. Je vais faire un petit point très rapide là-dessus. Photovoltaïque, aujourd'hui, c'est 97,6% de taux de recyclabilité, c'est-à-dire qu'on peut à peu près tout séparer et tout remettre dans les filières appropriées. Un panneau solaire, c'est du silicium essentiellement, transformé de différentes manières. C'est des circuits imprimés en cuivre ou en argent. On le sépare, on le remet dans le cycle. Il y a juste une petite couche plastique qui est au dos. Là, on ne sait pas trop quoi en faire. Et puis, tous les encadrements, c'est de l'aluminium, donc ça repart dans les filières. Après, c'est comme pour le reste des technologies. Derrière, vous avez des boîtiers électroniques pour réguler et redresser le courant. Mais on s'en sert aussi dans le nucléaire, on s'en sert aussi dans les centrales charbon. Ne pas oublier que toutes les autres formes de production d'énergie nécessitent de la régulation, nécessitent des ordinateurs derrière. Et un mégawatt produit, équivalent produit, que ce soit le nucléaire, le pétrole, ce que vous voulez, il n'y a pas plus ni moins de terres rares là-dedans, parce qu'une centrale nucléaire, c'est bardé de capteurs, c'est bardé d'électronique, et à puissance délivrée équivalente, si vous installez le même nombre d'éoliennes derrière, il n'y a pas plus
de terres rares utilisées. Donc, la principale chose, c'est quelque chose qu'on a assez peu cité dans la première partie de cette conférence, c'est le scénario négawatt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme 100 en France, à 2050, négawatt dit qu'on peut consommer à confort égal entre 45 et 50% de ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc, on réduit de presque 60% nos besoins pour continuer à vivre avec la même qualité de vie aujourd'hui. On ne va pas repasser, comme souvent les critiques des énergies renouvelables disent, à la bougie et à la caverne. Ça, c'est faux. Donc, faisons déjà cet effort-là de réduction en parallèle pour substituer ce dont on aura toujours besoin comme énergie, mais virer les fossiles et les difficiles, remplaçons-les par des renouvelables. Et l'extractivisme, ce n'est pas un problème parce que de toute manière, on a besoin de produire cette énergie-là. Et en recyclant intelligemment les choses, on n'a pas besoin d'aller ouvrir des nouvelles carrières. Sur l'éolien, on recycle tout aussi, à part les pales, mais ça va être un problème qui va être résolu bientôt parce que c'est de la fibre de verre ou du carbone. Aujourd'hui, ils ne savent pas trop quoi en foutre, mais l'éolien, tout le reste, c'est du métal, c'est des engrenages, c'est des circuits imprimés pour réguler tout ça. Tout ça, on sait très bien le recycler, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et sur le démantèlement, je vous laisse imaginer la différence avec le nucléaire ou avec une centrale charbon qui pollue tous les sols autour de son lieu de production. Ben, une éolienne, vous l'enlevez, vous enlevez le socle en béton, vous remettez de la terre, ça a déjà été fait, on recultive, il y a 0 résidu. Une centrale solaire, vous le démontez de la toiture, ou vous la démontez du sol, dans le cas où c'est impliqué au sol, il y a 0 résidu, point barre. La différence, elle est claire. Pardon, les pales, c'est les hélices? Oui, les pales, c'est les 3 machins qui tournent. Okay. Oui, des pales. Voilà, ça, c'est en carbone et en fibre de verre. Aujourd'hui, ils ne savent pas trop bien quoi en foutre. La seule différence, c'est que il n'y a pas c'est pas irradié, hein. C'est un déchet inerte. Donc certes, il faudrait trouver une solution. Ils sont en train de bosser là-dessus, mais c'est le seul défaut de l'éolien là-dessus. Ce qui est incommensurablement moins important que laisser une centrale nucléaire avec des déchets radioactifs pour pas des générations, des milliers de générations, avec les coûts induits qu'il y a derrière. C'est-à-dire que l'éolien, par exemple, si vous le prenez par rapport au nucléaire, l'éolien, dès qu'on construit une centrale, on a payé son démantèlement. C'est obligatoire. C'est mis en réserve. Donc le démantèlement est payé. Allez poser la question à EDF sur le démantèlement des centrales actuelles. Brennelis, la plus petite centrale de France en Bretagne, ça fait 40 ans qu'elle est en démantèlement. Et les nouvelles centrales qu'ils doivent démanteler, ils les repoussent de 30 ans dans leur compte parce qu'ils ne sont pas capables de supporter l'investissement de démantèlement. Voilà. Le stockage de l'énergie, ça aussi, grand mythe. Si on remplace les fossiles et les fissiles, c'est sûr, c'est une centrale charbon ou une centrale gaz ou une centrale nucléaire, on appuie, ça marche. Bon, une centrale nucléaire, ça met un peu de temps à se mettre en route, ça met un peu de temps à s'arrêter, mais ça marche et ça produit H24, 365 jours de l'année. Lisez le scénario négawatt, il est très instructif là-dessus. L'idée, c'est on fait du foisonnement, c'est-à-dire qu'on a des installations éoliennes, on a des installations de méthanisation. La méthanisation, ça fonctionne 24 heures sur 24. On a de l'hydro, ça fonctionne 24 heures sur 24. On a le solaire, ouais, le solaire, ça fonctionne le jour, pas la nuit, je vous l'accorde. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle le foisonnement, c'est-à-dire que quand un ne produit plus, l'autre produit. On a des modèles météo France, et vous allez discuter avec les gens qui gèrent les réseaux de distribution et qui donc sont très au courant de tous les flux d'énergie qui passent. Météo France a des modèles fiables de prédiction météo à 3-4 jours. Donc on sait exactement, à l'heure près, ce qui va être produit par telle et telle installation. Donc on est capable de prévoir l'approvisionnement et la sécurité de l'approvisionnement pour tout le monde sur tout le territoire, tout le temps. Et la grande idée, notamment du scénario négawatt, et qui commence à être mise en œuvre très concrètement en Allemagne et dans les autres pays qui sont plus avancés, moins centralisés que nous, c'est de stocker ce qu'on appelle les excédents produits par les énergies renouvelables. Parce que, notamment, quand vous travaillez sur la production d'énergie, vous travaillez sur le moment où vous avez la plus grosse demande, c'est-à-dire l'hiver. Hein, tout le monde allume son chauffage, etc., etc. Donc vous dimensionnez vos installations pour répondre à la demande de l'hiver, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des installations qui sont surdimensionnées pour l'été. Donc plutôt que de ne pas les faire tourner ou de rien foutre de l'électricité ou autre chose qui sort de là, on peut stocker cette énergie-là.
notamment l'énergie provenant de l'éolien et du photovoltaïque, et pas dans des batteries sales, polluantes, extractivisme, qui vont foutre la merde en Amérique du Sud, en Afrique, etc., parce qu'on va aller faire bosser des petits mecs qui vont aller récolter tous les métaux pour faire ces batteries. Ça, non. On l'enlève du scénario négawatt, c'est très clair. On le stocke de plusieurs manières. Soit un truc qui est déjà pratiqué, c'est ce qu'on appelle les steps, c'est on fait des réserves d'eau en hauteur, on turbine de l'eau en hauteur, et quand on a un besoin de production qui n'est pas couvert par les installations, et ben, on laisse descendre l'eau dans des canalisations forcées, et on refait de l'électricité. C'est assez simple, c'est magique, il n'y a pas besoin de saut technologie, il n'y a pas besoin de trucs magiques. Et il y a une autre chose qui est assez porteur d'avenir, c'est ce qu'on appelle la méthanation, c'est-à-dire que vos excédents d'électricité, vous faites bêtement ce qu'on appelle de l'hydrolyse, tout le monde a vu ça en cours de chimie, c'est-à-dire que vous passez un courant électrique dans de l'eau, vous séparez les molécules d'hydrogène et d'eau, vous stockez l'hydrogène d'un côté, l'oxygène il repart. Cet hydrogène-là, c'est du gaz, à partir duquel qui est réversible, on peut faire de l'énergie avec, donc on peut le brûler si on a un besoin à un moment donné, ou alors on l'associe, ça tombe bien, on en a trop, à des molécules de gaz carbonique, et vous avez ce qu'on appelle le CH4, qui est le méthane. C'est le gaz que vous avez tous, pour ceux qui ont des cuisinières à gaz. C'est le gaz qui est dans tous les réseaux, et c'est le gaz qui pourrait substituer à moyen terme le pétrole dans les voitures sans saut technologique. Prenez le scénario négawatt, toute la circulation en longue distance, ce n'est pas des voitures électriques, c'est des voitures à gaz, notamment du gaz qui proviendra des excédents produits en été d'énergie renouvelable. Et ce gaz-là, il est aussi, on peut, du jour au lendemain, alimenter des centrales électriques en cas de besoin, dans les fameux pics de consommation d'hiver, mais sauf qu'on ne cramera pas du gaz qui vient de Russie. Là, on casse la gueule à notre dépendance géopolitique. On cramera du gaz issu des énergies renouvelables produites localement. Donc ça, c'est fait, ça existe, ça marche. Il y a juste besoin de le développer. Et quand on parle d'investissement et de moyens financiers, il n'y a pas de problème. Collectivement, tout le monde, nous possédons 4300 milliards d'épargne sur nos comptes. 4300 milliards. Il en faut une infime partie pour régler le problème des fossiles et des déficits de la génération d'électricité, tout en prenant en compte la transition des emplois qui sera nécessaire. C'est hors de question de fermer du jour au lendemain les choses. Et de toute manière, un investissement, ça prend du temps. Ce n'est pas un problème de moyens. Et la dernière question, c'est pourquoi les Français votent-ils massivement ne votent-ils pas pour des candidats qui misent sur des scénarios comme le scénario négawatt ou quoi? Je vous dirais, on est un peu co-responsable de tout ça. Plus on mettra en marche ces solutions-là, plus on sera visible. Les Allemands qui coproduisent 20% de l'électricité allemande, le retour en arrière, il n'est pas possible là-bas. Le jour où Enercop aura 150 000 clients, où nous, on aura capitalisé 100 millions d'euros, qu'on aura soutenu des centaines de projets citoyens partout sur le territoire, la marche en arrière, elle sera plus possible. Donc la solution, elle vous appartient, elle nous appartient. Pourquoi? C'est des raisons culturelles, 45, loi de centralisation de l'énergie, personne ne s'occupe de ça, c'est un côté magique. Si vous voulez, on en parle après, mais on peut changer ça très concrètement dans la tête des gens, et du coup, c'est mécanique, ça vient tout seul.